Bonsoir et bienvenue dans ces chroniques macabres. Le film de ce soir fait partie d'une collection d'œuvres assez particulière, à la fois imparfaite et pleine de surprises. Que ce soit au cinéma ou à la télévision, peu d'entre vous y auront échappé. Je veux parler des adaptations filmiques des romans de Stephen King. Alors personnellement, je n'ai à ce jour jamais lu les livres de Stephen King. J'ai toujours été plus attiré par les romans fantastiques de Howard Philip Lovecraft, Richard Matheson ou Clive Barker. Mais s'il y a une chose que je connais, ce sont bien les adaptations cinématographiques et télévisuelles de King. Et il y en a à l'appel. Misery, Stand By Me, Les Évadés, Carrie, La Ligne Verte, Dead Zone, Christine, Peur Bleue, mais aussi les téléfilms comme Ça, Les Tommyknockers, Les Vampires de Salem, Les Langoliers et tout plein d'autres. Du meilleur au pire, du plus terrifiant au plus risible, j'ai copieusement visionné ces œuvres, qui abondent encore aujourd'hui. Et parmi ces découvertes, il y avait le Bazar de l'épouvante. Le Bazar de l'épouvante, ou comme j'aime bien l'appeler, le Bazar de l'épouvante, ou Needful Things dans sa version originale, est un film réalisé par Fraser Clark Heston, fils du légendaire Charlton Heston, rien que ça, et sorti en 1993. Et vous allez me demander, ça raconte quoi ? Le film prend place dans le petit village de Castle Rock, ville imaginaire créée par King, et déjà utilisée comme unité de lieu dans Dead Zone et Cujo. Un petit village paisible qui va être bouleversé par l'arrivée de Leland Gaunt, un nouvel occupant joué à merveille par le grand Max von Sydow, qui va y ouvrir une petite boutique d'antiquités et chatouiller la curiosité de tous les habitants. Un bazar dans lequel il va proposer à chaque visiteur l'objet de ses rêves, mais dont le prix va se révéler bien plus coûteux qu'il n'y paraît, et plonger Castle Rock dans un chaos quasi apocalyptique. Un procédé donc assez classique des romans fantastiques, celui du visiteur étrange qui va réveiller la part sombre des résidents d'un village mondain et sans grande histoire. On est donc face à un film qui va principalement s'axer sur ses personnages. Déjà les villageois de Castle Rock, cet endroit paisible où tout le monde se connaît, avec son église, son petit café et ses fermes environnantes. Mais derrière cette petite communauté sympathique, nous n'échapperons pas ici et là à quelques misères et folies humaines. Tel le combat acharné entre un prêtre catholique et un pasteur protestant, les constantes disputes entre un conseiller municipal corrompu et l'adjoint du shérif, ou encore la bataille journalière entre l'alcoolique du village et un jukebox défaillant. Enfin bon, sauf que le jukebox, lui, il rend pas les coups. Une communauté donc pas si paisible, c'est ce que réalise le shérif Alan Pangorn, interprété par Ed Harris, qui s'est installé dans la bourgade après avoir quitté Pittsburgh pour espérer y trouver une vie plus simple, mais pour découvrir qu'à Castle Rock, le plat typique, c'est le ragoût, et que tout le monde a droit à une part. Petite note amusante, le personnage d'Alan Pangorn existait déjà dans un autre film adapté de King, La part des ténèbres, dans lequel il fut interprété par Michael Rooker. L'antiquaire mystérieux va exploiter les faiblesses et les frustrations de chacun, et titiller la paranoïa ambiante du village, dans lequel tout le monde se juge, se menace, mais où personne ne se remet en question. Et la question qui vous démange, mais c'est qui cet antiquaire ? Un personnage qui va dans son arrivée à Castle Rock être plein de mystères. D'abord invisible aux yeux des habitants, il va se glisser comme une ombre dans sa nouvelle boutique. Pourtant, lorsqu'il sort de l'ombre, il ne semble pas du tout menaçant, avec son allure de grand-père sympathique comme on peut en trouver à foison dans de nombreux films d'aventure pour enfants. C'est d'ailleurs l'enfant du village qui va être le premier à visiter sa boutique. Malgré son allure innocente, Leland va assez rapidement dévoiler sa vraie nature. Et au risque de vous spoiler, je vous recommanderais de voir le film avant de continuer cette vidéo. Mais en même temps, le bazar de l'épouvante ne joue pas la carte de la surprise quant à l'identité de Gaunt, en soi un personnage classique que l'on retrouve dans de nombreux contes et histoires. Vous l'aurez sans doute deviné, Gaunt est le diable avec un grand D, qui sous son apparence de vieil homme sympathique, collecte les âmes des villages qu'il visite, en incitant ses victimes à libérer la part d'ombre qui réside en chacun d'eux, au travers de services rendus et en échange d'un bien précieux qu'il souhaite acquérir, qu'il s'agisse d'un trésor nostalgique, d'un remède ou d'une idole. Quand je parle de la part sombre qui est en eux, je veux bien sûr dire qui est en nous tous. C'est pour ça que Leland Gaunt pose toujours cette même question à ses clients. Il n'est pas un démon parmi tant d'autres. Il est le diable en chacun de nous, que nous avons tous invoqué au moins une fois dans notre vie, que ce soit lors d'une dispute, d'un petit larcin ou d'une partie de Monopoly. Moi, c'est à chaque fois que je rate mes œufs au plat. C'est pas une blague, hein. Dès que le jaune se perce, il faut que je tue quelqu'un. Non mais c'est pas une blague. Des influences de Gaunt, les villageois se comportent comme des enfants en pleine crise de nerfs, et la ville sombre rapidement dans le chaos et la violence. Mais malgré ses prémices alléchantes et sa montée en tension, on n'échappera pas aux quelques défauts du film, à savoir un rythme parfois trop lent, en dissonance avec certains arcs narratifs un peu accélérés. On souffrira en conséquence d'un certain manque de crédibilité auprès de certains personnages, qui partiront en vrille d'une scène à l'autre. Mais avant d'approfondir sur ce sujet, il est important que je vous parle de la version longue du film. Car oui, outre la version cinéma de 1h50,
il existe une version longue de 3 heures, adaptée pour la télé dans un format en 2 parties. Alors il faut savoir que le roman original fait dans les 600 pages. Du coup, le format idéal pour une adaptation vraiment fidèle aurait dû être d'une durée de 10 à 12 heures, qui, à défaut d'un film irregardable, aurait pu faire une petite mini-série parfaite pour Netflix. Enfin, peut-être quand ils auront compris que vampiriser des classiques pour les adapter en série à rallonge vidée de leur substance, c'est pas forcément un gage de qualité. Mais en même temps, ça empêche pas les gens de regarder ces purges, des purges dans lesquelles passent tous mes impôts. Je m'égare. Pour en revenir au bazar, adapter un livre aussi épais en 2 heures de film nécessitait de nombreux sacrifices. Et ce sont sûrement ces nombreux sacrifices qui ont morcelé le film, qui fut en conséquence un échec auprès du public, ainsi que pour Stephen King, qui a trouvé l'œuvre amputée du propos qu'il avait instauré dans son livre, mais qui a justement bien plus apprécié la version télévisuelle. Du coup, avec 1 heure supplémentaire, vous allez me demander, quelle différence y a-t-il entre la version TV et la version cinéma ? C'est moi ou vous enchaînez les questions pertinentes aujourd'hui ? Merci. La première différence notable est l'introduction du film, bien plus immersive et fracassante, avec l'arrivée de la Mercedes noire de Gaunt en course-poursuite avec le shérif, et qui se conclut par une explosion assez spectaculaire. D'ailleurs, même si le film économise des effets spéciaux fantastiques, il est en revanche riche en effets pyrotechniques et explosions multiples du village, qui part littéralement en éclats dans le dernier quart du film. Outre l'introduction, les arcs narratifs des personnages y sont bien plus développés. En particulier la relation entre Alan et sa fiancée Polly, qui connaît un développement riche et proprement construit, ainsi que de nombreux éléments, intrigues, détails visuels et répliques supprimés du format cinéma. Des scènes qui nourrissent proprement l'ambiance du film, et surtout le développement des personnages, qui constituent, comme on l'a dit, le corps de ce film. Plus surprenant, on a également une scène de face-à-face assez essentielle entre protagoniste et antagoniste, dans laquelle il gagne en substance. Car d'un côté, Gaunt insinue un élément essentiel à son rôle dans l'histoire, et Alan perd le contrôle et révèle un nouveau visage, impulsif et violent. Seul défaut de la version longue, du fait qu'elle avait été adaptée pour la télévision, certains plans un peu plus gore ou osés ont été plus ou moins censurés, ce qui n'était pas vraiment nécessaire car même si le film comporte des scènes violentes, on est encore loin de quelque chose de véritablement graphique. Il n'empêche qu'une fois visionné les 3 heures de film, on comprend pourquoi la version cinéma fut un échec, car on fait en comparaison face à un film fragmenté et accéléré, qui donne lieu à des situations parfois grotesques, dans lesquelles certains personnages passent en un quart de tour de villageois sympathiques à sociopathes assoiffés de sang. Un peu comme moi quand je rate mes œufs au plat. Non mais c'est pas une blague. Alors est-ce que je vous déconseille la version cinéma ? Non, bien sûr que non. Vous pourrez apprécier le film malgré tout. Mais sachez juste que c'est une histoire qui se concentre sur l'apparition lente et pernicieuse du mal, et que la version cinéma a raccourci cette montée en tension d'1 tiers, ce qui se fera inévitablement ressentir ici et là. Au-delà de ça, le film reste malgré tout très appréciable dans les 2 versions. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas exactement devant un film d'horreur, et King lui-même soutient qu'il n'a jamais voulu provoquer la peur avec cette histoire. On est là face à une satire sociale au ton lugubre, mais aussi parfois même purement comique. C'est un film qui parle avant tout du matérialisme, des objets que l'on veut posséder à tout prix, mais qui, inévitablement, deviennent ceux qui nous possèdent. Un film certes imparfait, mais pour lequel j'ai plein de sympathie, et que je vous recommande, ne serait-ce que pour passer une bonne soirée et une bonne séance. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne séance. Attends, on peut la refaire ? Comme toujours, pour les intéressés, je vous présente rapidement l'édition Rimini du film, disponible depuis le 22 novembre. Alors elle contient cette fois-ci non pas 2, mais 3 versions de l'œuvre, car en plus du Blu-ray et du DVD, on y trouvera la version TV originale dont j'ai parlé dans cet épisode. Donc voilà, si ce coffret vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Et bonne soirée.